Voilà, nous sommes là pour vous informer, chers compatriotes. Sachez très bien que Matata Ponyo, bien sûr, ndenge azawana, eska longito a longité, bitumba oyo ezana kata ko zala na niveau ya cour constitutionnelle. Des données Kalouba, président de la cour constitutionnelle à l'objet, la cour se déclare incompétente pour la Kosambisa Matata Ponyo. Alors, le lobby a pour ça Mawapi, on est allé Mutuna, Toali Komituna, et de deux, Mutuna Mutsu est allé avec poursuite nyonso, to bakisation nyonso contre Matata Ponyo. Et quoi ito ezakaka, chers compatriotes, nous sommes là pour en parler. Et Tokoshite encore, on a marche, to manifestation. Oyo bandeko ya bloc patriotique basali ezam tumoko apesi biso révélation à lobby bloc patriotique ezali na autorité morale kombo Joseph Kabila Kabang ezaya solo topé ezaya lukuta. On en parle bien sûr dans cette émission avec Siméon Isako, il est là. Ça fait longtemps à Zokita pour l'écarter, mais dis-moi aujourd'hui il est là pour essayer d'analyser l'actualité ensemble avec nous. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Siméon Isako, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les internautes de Edem TV. Ouais. Merci de cette invitation, c'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation afin d'analyser les sujets qui font la une ici chez nous à RDC, mais aussi de donner quelques orientations à ces Congolais soucieux du développement de notre pays, ces Congolais soucieux d'accompagner les institutions, ces Congolais qui ont compris qu'on n'a que ce seul Congo à garder, à préserver, ces Congolais qui ont compris qu'il faut soutenir les institutions parce que si nous ne les faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est grâce à ces institutions qui sont légalement établies que nous vivons en toute quiétude et en toute paix et en toute sécurité. Voilà raison pour laquelle nous répondons très vite à chaque fois que tu nous appelles pour venir édifier ces Congolais avec nos petites analyses. Très bien. Merci beaucoup de venir. Pourquoi? Puisque aujourd'hui nous sommes déjà presque à 30 000 abonnés. Ah ok, oui, on est déjà merci, à 30K. Merci, courage à vous et félicitations. Merci. On ne fait qu'évoluer. Siméon Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre dans notre pays, aujourd'hui sénateur, son arrestation, qu'est-ce que je dis? Puisque je ne peux pas parler de l'arrestation d'emblée. Où Matata Ponyo sera-t-il jugé au juste? Je pense que la Cour constitutionnelle, cette instance qui a voulu juger Matata Ponyo, parce que la Cour ne l'a pas jugé, enfin, la Cour s'est déclarée incompétente de pouvoir les juger, parce qu'on a estimé que la Cour ne peut juger que un président ou un Premier ministre qui sont en fonction
Donc la Cour a jugé qu'elle n'était pas en mesure de juger Matata Ponyo, s'est déclarée donc incompétente, comme je venais de le dire tout à l'heure. Je pense que c'est l'état des droits. L'état des droits prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il y a les gens qui disent, qui ont dit et qui continuent à dire que l'état des droits n'était qu'un slogan, l'état des droits c'était des illusions, l'état des droits c'était que des phrases, de bonnes paroles, mais il n'y a pas la pratique de l'état des droits. Mais je vais dire à ceux-là que ce qui vient de se passer avec Matata Ponyo, c'est bien la preuve, l'une des preuves bien sûr de l'état des droits, parce qu'il y en a autant. On disait déjà que Matata Ponyo, c'était une bête noire pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il faut le dire comme ça clairement, parce que nombreux avaient déjà fait de lui un potentiel candidat pour les élections de 2023, alors que lui-même, Matata Ponyo ne s'était pas encore prononcé là-dessus. Nombreux disaient qu'il fallait à tout prix l'écarter parce qu'il gênait le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, la justice de notre pays nous a prouvé que ce n'était pas le cas. La justice nous a prouvé que ce n'était pas le cas. La justice a prouvé qu'on peut encore faire confiance à ces instances, qu'on peut encore faire confiance. La Cour constitutionnelle, je vais dire, nous a prouvé qu'on peut encore faire confiance à notre appareil judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, elle se déclare incompétente de juger Matata Ponyo face aux exceptions soulevées par ses avocats. Mais s'il y avait déjà un complot monté, je vais dire, contre Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle aller jusqu'au bout, permettez-moi de le dire ainsi, aller jusqu'au bout de son initiative, de sa démarche. Mais dès lors que la Cour s'est ressaisie et comprend que les avocats de Matata Ponyo, notamment Maître Nyambirungu et les autres, ont raison face aux exceptions soulevées, eh bien la Cour a fléchi. C'est ça l'état des droits. Et donc je salue cette décision des grandeurs de la Cour, je salue cette décision des droits. C'est une décision qui prouve à la face du monde que véritablement le chef de l'État a amené un état des droits. Il ne s'agit pas des illusions, il ne s'agit plus d'un slogan, mais il s'agit actuellement de la réalité. Parce que l'affaire Matata Ponyo l'éprouve. La question de savoir, il sera jugé maintenant par quelle instance? Ben, je pense que ce n'est pas à mon niveau de répondre. Si la justice estime qu'il doit absolument être jugé, ils vont étudier la question. Nos textes sont clairs. Ils vont les déférer devant l'instance qui convient à son rang, donc à son niveau. Il ne faut pas oublier qu'il est sénateur, il est couvert des immunités. Donc, à comprendre ça, je peux directement faire allusion à la Cour des cassations. Mais aussi cette affaire de Matata Ponyo, il faut dire que Africom, la société sud-africaine qui avait exécuté les travaux, qui avait en charge ces projets du parc agro-industriel des Bukanga-Lonzo, a toujours rejeté la responsabilité sur le gouvernement de la République. Cette société a toujours dit que c'est au lendemain du départ de Matata Ponyo que la RDC a enregistré cette débâcle dans l'exécution des travaux, en fait, dans l'exécution de ces projets et des Bukanga-Lonzo, parce que le gouvernement ne finançait plus ces projets. Alors qu'en son temps, Matata Ponyo finançait les projets. Dès lors qu'il est parti, c'est lui qui l'a remplacé, je crois bien, Sami Badibaga, n'a plus financé les projets. Donc la responsabilité, d'après la société qui avait la charge d'exécuter les travaux, la responsabilité ne revient pas à Matata Ponyo, plutôt au gouvernement. Je pense que là-dessus, la situation est un peu plus claire, même si l'IGF, dans son rapport, a pensé le contraire. L'IGF avait estimé qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité qui pesaient sur Matata Ponyo, notamment 200 millions de dollars qui s'étaient volatilisés comme ça dans la nature. Il n'y avait pas de traces. Pour l'IGF, l'épouse de l'ancien Premier ministre est aussi impliquée dans cette affaire. Mais là, c'est la justice qui doit nous aider à
de comprendre. C'est la justice qui doit retracer la vérité. Donc, s'ils estiment que c'est la Cour de cassation maintenant qui doit prendre la charge de juger Matata Ponyo, eh bien, nous allons patienter pour voir ce que sera la vérité dans cette affaire de la débâcle du projet Bokangaloso. Et certaines langues disaient que le président Félix Tshisekedi, en nommant Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, c'était pour instrumentaliser cette dernière à tout moment. Ce qui vient de se passer, vous ne voyez pas que ces gens qui pensaient ainsi ont aujourd'hui tort? Non, vous pensez, ici chez nous à RDC, nous avons une mauvaise manière de comprendre les choses. Et surtout, nous avons une mauvaise manière de critiquer. Oui. Chez nous, nous n'avons pas la culture de la critique positive. Chez nous, c'est toujours la critique négative. Même si quelqu'un a mérité, nous oublions cet aspect-là de la méritocratie. Nous voyons, nous privilégions que l'aspect relationnel. Mais à ma connaissance, Tshisekedi n'a pas de relation avec le procureur Kalouba. Donc, avec ce qui vient de se passer, pour Matata Ponyo, bien évidemment aussi, pour d'autres dossiers qui se sont déroulés à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas seulement ces succès pour Matata Ponyo, il y a eu bien d'autres succès que je peux citer ici. Et donc, ce qui vient de se passer prouve que la justice dans notre pays est effectivement indépendante. La justice dit les droits, là il faut dire les droits, la justice donne raison à celui qu'il faut donner raison, la justice condamne celui qu'il faut condamner. La justice n'est pas dans la poche de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi lui-même a eu à le dire noir sur blanc devant des journalistes, devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Il a eu à le dire clairement que tout son collaborateur qui va, par exemple, s'adonner à la pratique des intimidations au niveau de l'appareil judiciaire sera arrêté. Il a appelé les magistrats et les autres à dénoncer ses collaborateurs qui vont par exemple s'illustrer dans des pratiques des intimidations. Ça prouve à suffisance, ça prouve à quelle hauteur le chef de l'État est engagé à doter notre justice de cette indépendance, de cette autonomie. Ce qui n'a pas été le cas il y a 3 ans. Qui oublie que dans ces pays, pour décider sur telle ou telle autre personne, il fallait attendre, il fallait téléphoner Kingakati, il fallait appeler Jelem. Il fallait appeler les anciens caciques, Chandari, Néhémie, Robin Minako et les autres, et Kalev Moutonde. Mais actuellement, on n'appelle plus. Actuellement, c'est le droit qui est dit. Et donc, il y a cette volonté manifeste de changer les choses. Et bien, pour changer les choses, il y a bien évidemment cet état de droit que le chef de l'État est en train d'instaurer. Et il se bat pour consolider cette façon de faire les choses au niveau de la justice. Bien sûr que le chef de l'État est en train de restaurer en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, toujours au dossier de Matata Ponyo. Matata Ponyo avait évoqué plusieurs motifs. En envoyant Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle, je n'ai pas vu Matata Ponyo faible. Je n'ai pas vu Matata Ponyo soutenu par des gens au bras. Je n'ai pas vu Matata Ponyo, je n'ai pas vu Matata Ponyo. Matata Ponyo n'est pas parti en Europe pour se faire examiner du poison qu'il souffrait. Bref, Matata Ponyo avait mobilisé toutes les structures sur le plan international même. On a parlé de Matata Ponyo au niveau des Nations Unies. Matata Ponyo ici en RDC, les professeurs, le média, et c'est tout le monde. Matata Ponyo avait mobilisé tout le monde. Pourquoi? Il voulait avoir un procès équitable, une justice juste ou quoi? Je ne pense pas que Matata Ponyo avait mobilisé tout le monde. Mais j'ai pu comprendre que les gens se sont intéressés à sa question parce que Matata, c'est une personnalité. C'est quand même l'un des premiers ministres qui a dirigé pratiquement ces pays pendant plusieurs années. Et c'est quand même parmi les premiers ministres qui ont laissé des empreintes durant leur règne. Et donc, c'est normal que les Congolais, c'est normal que les Nations Unies s'intéressent
à sa situation. Tu as dit que tu n'as pas vu Matata Ponyo affaibli, comme il l'avait dit, victime d'un empoisonnement. Eh bien, cette question-là, je préfère pas trop entrer dedans parce que seuls les médecins peuvent nous dire si effectivement il est victime d'un empoisonnement ou pas. Mais nous le croyons parce que il nous l'a dit. Il a dit que les médecins l'ont attesté. Nous le croyons comme ça. On n'a pas à dire que non, c'est faux. Il n'est pas victime d'un empoisonnement. Il peut être victime d'un empoisonnement, mais s'il est déterminé à son niveau, je dis bien à son niveau, et puis déterminé à son entendement de faire rétablir la vérité, s'il s'est décidé par exemple qu'il devrait se présenter lui-même en personne devant la Cour constitutionnelle pour qu'à un moment donné, il complète ses avocats, qu'il paraphrase ses avocats pour pouvoir éclairer la lanterne des juges. Eh bien, il n'était que dans les devoirs de bien s'efforcer, bien que malade, bien que victime de l'empoisonnement. Moi, je pense à mon niveau que c'est cela qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est dit, ben, écoute, je suis dans l'obligation d'y aller et je ne dois pas me présenter un homme affaibli et qu'on sort. Je prends les choses de cet angle-là, en tout cas. Waouh! Vous faites partie aussi de la presse, le soutien Matata Ponyo? Je ne soutiens pas Matata Ponyo, mais je suis en train d'analyser et de voir les choses telles qu'elles sont en train de se passer. Je pense qu'à un moment donné, il faut être en tout cas réaliste. On peut avoir des penchants pour tel, on peut avoir pour X, on peut avoir des penchants pour Y, mais à un moment donné de la vie, il y a des faits devant lesquels on s'incline et on n'a pas des penchants. Vous êtes penchant pour qui? En tout cas, je n'ai pas de penchant, mais néanmoins, je sais que je suis inscrit dans cette dynamique des congolo-positivisme, dans cette dynamique des citoyens congolais, dans cette dynamique des journalistes qui sont en tout cas engagés à défendre les pays, à défendre la patrie, étant donné qu'il y a certains compatriotes aussi qui se sont inscrits aussi dans cette logique de mal vendre l'image de l'RDC à travers l'extérieur, dans la logique de prendre les billets verts, les chop-chop auprès des politiciens pour critiquer sérieusement et négativement les institutions du pays, dire noir là où c'est blanc. Et donc nous nous inscrivons dans la dynamique de barrer la route à des pareilles personnes qui ne voient pas les avancées qui sont réalisées par l'actuel régime, qui ne voient que les noirs dans tout ce qui est fait. Waouh, vous avez compris. Siméon Isako, bien sûr. Siméon Isako. On peut dire aujourd'hui que l'IGF reste sans voix, affaibli. L'IGF aujourd'hui découragé plutôt par la justice ou c'est fini pour Matata Ponyo? Non, moi je pense qu'on ne doit pas confondre. L'IGF n'est pas sans voix. L'IGF n'est pas déçu. Il est la bec clouée. L'IGF n'a pas à se plaindre. L'IGF ne sait pas, jusqu'à ce stade, à ma connaissance, n'a pas exprimé des regrets. Parce que le dossier n'est pas clos. Le dossier n'est pas clos. Ça veut dire que si la Cour constitutionnelle estime qu'elle ne peut pas juger Matata Ponyo, cela ne signifie pas que d'autres instances ne peuvent pas juger Matata Ponyo. Non. Là, nous devons bien nous comprendre. D'autres instances ne peuvent pas juger Matata Ponyo. Présentement, elles se sont déjà saisies d'office? Non, mais c'est ça maintenant. Nous devons donner le temps. Nous devons donner le temps au temps. Parce que nous ne savons toujours pas. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Nous devons donner le temps au temps. Le rapport de l'IGF n'est pas jeté dans les tiroirs. On n'a pas dit que l'IGF a menti non plus. Ça veut dire qu'on doit donner le temps au temps. Simplement ici, il s'agissait de dire les droits. La Cour constitutionnelle a compris qu'elle ne pouvait pas pécher. Elle ne pouvait pas violer la loi. Elle ne pouvait pas diriger Matata Ponyo. Non, la Cour a compris qu'elle n'était pas habilitée à le faire. C'est pourquoi elle a prononcé
les droits. Et donc, attendons voir si c'est au niveau de la Cour de cassation que Matata Ponyo devra être jugé, eh bien, il laissera. Et s'il faut qu'il soit condamné, si véritablement il y a eu des détournements et que lui, Matata Ponyo, a été impliqué dans ces détournements, il sera condamné. Donc, attendons voir, la situation va évoluer. À ce stade, personne n'a perdu, personne n'a gagné, personne ne peut se frotter les mains. Attendons, donnons le temps au temps. Voilà, vous avez compris, chers compatriotes, nous sommes là avec Siméon. Siméon, on prend la deuxième thématique. Là, bien sûr, on parle de la marche. Le régime de Félix aujourd'hui, qualifié d'un régime des incompétents, un régime des dictateurs, un régime qui a instauré la dictature plus qu'à l'époque de Mobutu. Là, c'est Emmanuel Ramazani Shadary. Ils vont poursuivre avec leur marche organisée par le KLCC, le CLC, la Mouka, mais la Mouka, on n'a pas vu Martin Fayulu. Il a eu peur de quoi? Mozito également. Un problème de leadership, bloc patriotique en train de s'effondrer. Ou qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez analysé les événements? Cher Stéphane, je crois que sur ce plateau, j'ai y allé dire plusieurs fois. Si vous êtes franc envers vous-même, vous pouvez même m'appeler prophète. Parce que j'ai y allé prophétiser sur ce plateau. Sur beaucoup de plateaux aussi. Okay. J'avais dit que cette histoire, ces manchins, ces nébuleux blocs, n'a pas d'avenir, ne fera pas long feu. Je l'ai dit et je l'ai redit plusieurs fois. J'avais dit que dans ces blocs, il y avait un problème de leadership sérieux qui s'est posé. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, à la création de ces blocs patriotiques, la Mouka avait dit que les autres avaient répondu à son appel. Oui. La polémique avait déjà commencé à ce niveau-là. Voilà. L'FCC avait dit, nous, on n'a pas répondu à l'appel de la Mouka. Nous avons par contre plutôt répondu à l'appel de l'Église, des prêtres de l'Église catholique. Il y avait déjà polémique. Oui. Il y avait déjà ensemble qui contestaient déjà le fait qu'ils avaient participé à l'élaboration du communiqué qui avait donné naissance à ces blocs patriotiques. Moi-même, qui suis sur ce plateau, j'avais parlé avec Francis Kalombo, qui avait dit qu'ils n'avaient jamais, ensemble, n'avaient jamais envoyé Papi Mbaki pour signer à leur nom. Ça veut dire que déjà, dès le départ, il y avait un problème de leadership au sein du bloc patriotique. Qui allait accepter que tel puisse le diriger? Kabila allait-il accepter? Lui qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, les sénateurs à vie, l'ancien président, le tout premier que nous avons, allait accepter que Fayulu, qui n'a jamais dirigé, puisse être son leader au sein du bloc patriotique. En tout cas, je ne vois pas Néhémie Mouilania, je ne vois pas Obemi Nakou, je ne vois pas Jeannette Kabila, je ne vois pas Ramazani Shadary. L'accepter. Bien sûr. Est-ce que Moïse Katumbi, qui a fabriqué, ensemble avec Bemba, Moïse Katumbi qui a fabriqué Fayulu, pouvait encore accepter que Fayulu, qui est devenu presque hautain à ce jour, puisse encore le diriger au sein du bloc patriotique? La situation allait être à la base du blocage. Et Fayulu, qui se considère pratiquement tous les jours comme président élu dans sa tête, allait-il accepter qu'il soit dirigé par un Kabila qui a détruit le Congo pendant 18 ans, par Moïse, un Judas, un traître de tous les jours? Fayulu allait accepter qu'il soit dirigé par de pareils gens? Impossible. Voilà le véritable problème du bloc patriotique. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Au-delà de ces faits,
Je l'ai toujours dit, les malheurs de Félix Tshisekedi, ou encore son bonheur, c'est qu'en face de lui, il n'y a pas une opposition. Oh, il n'y a pas une opposition. Opposition FCC? Opposition Lamouka? Qui vous a dit que le FCC est dans l'opposition? Opposition de l'ICE Sanga? Le FCC n'a jamais été dans l'opposition. Opposition Katumbi? Le FCC n'a jamais été dans l'opposition. Il faut lire les lois de notre pays. Qui est-ce qu'on appelle opposition? Qui est-ce qu'on appelle opposant, je vais dire? Un opposant, c'est celui qui ne gère pas. C'est ce que nos textes disent. Un opposant, c'est celui qui ne gère pas. Mais ici, chez nous, le FCC se réclame de l'opposition et il gère. Le FCC a les administrateurs de territoire. Le FCC a des mandataires publics un peu partout. Le FCC gère. Là, ça devient intéressant, quitte au gouvernement d'union nationale. Le FCC gère. Le FCC gère. Le FCC n'est pas dans l'opposition. Qu'ils arrêtent de duper l'opinion, qu'ils arrêtent de tromper l'opinion. FCC de Kabila n'est pas dans l'opposition. Le FCC est dans la majorité. Il s'agit de quel Parce que les textes de notre pays sont clairs. L'opposition, c'est celle qui ne gère pas. Et opposant, c'est lui qui ne gère pas. Mais aujourd'hui, le FCC de Kabila gère. Ils ont des mandataires publics. Non, mais le l'ONIP, c'est lui. Non, attendez. C'est lui qui dirige l'ONIP. Et de quel parti? Et de quelle plateforme? C'est le PPRD. Hein? Le PPRD appartient à qui? C'est les promos même du FCC. Ok. Si nous partons à l'RVA, ils sont un peu partout. Il y a beaucoup d'entreprises que je peux citer ici. Il y a beaucoup d'entreprises. Ok. Donc, le FCC est au pouvoir. Et elle fait semblant de ne pas être au pouvoir. Un pied dedans, un pied dehors. Qu'ils arrêtent avec ça. La population n'est pas dupe. Monsieur Chadari, toi qui as marché le samedi, sache que la population n'est pas dupe. Vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la majorité parce que vous dirigez. Si vous voulez effectivement être de l'opposition, quittez les institutions. Vous avez les administrateurs de territoire un peu partout. Ils sont pro-Kabila. Dites-leur de démissionner. Dites à vos mandataires publics de démissionner. Dès lors qu'ils vont démissionner, vous allez cesser d'être de la majorité. Vous serez du pouvoir. La marche du bloc patriotique. Parlons-en. Il faut sentir la mobilisation. Ils ont essayé de mobiliser. Sa pauvre assurance, c'est que tout le monde a la même mise sur Kinshasa. Ben, même mise sur Kinshasa, je ne sais pas entrer dans ces débats. Je sais que Kinshasa, c'est une ville remplie de curieux. Les gens qui peuvent venir voir ce qui se passe. Les gens qui peuvent décider d'aller accompagner telle personne parce qu'au bout des comptes, ils auront 2000 francs, 3000 francs. Je sais, c'est ça la réalité quinoise. Qu'on ne s'élève pas, qu'on ne se vole pas la face. Ils ont essayé de mobiliser à leur niveau. Mais cette marche avait quel objectif? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Pour la Mouka. Pour dépolitiser la CENI. Pour la Mouka. L'objectif était de dépolitiser la CENI. Oui. L'objectif était de dire non au glissement. Ouais. L'objectif était de dire non à la dictature de Félix Tshisekedi. L'objectif était de réclamer les réformes institutionnelles. Pour la Mouka. Oui. Pour le FCC, leur objectif principal, dire non à la dictature, entre guillemets, de Félix Tshisekedi, mais aussi la commission paritaire. Donc le FCC réclame par ricochet qu'on mette à nouveau en place la commission paritaire pour que la question de la CENI soit rediscutée, qu'on ait un autre président de la CENI. Même logique avec l'Église catholique. La commission paritaire, la présidence de la CENI. Même logique avec les KCC. Ça veut dire que ceux qui ont marché les samedis n'avaient pas les mêmes objectifs.
Chaque structure avait ses objectifs précis. Et au regard de ça, c'est déjà un danger pour eux. Ça prouve qu'ils ne sont pas unis. Ça prouve que si, par pur hasard, le pouvoir accède aux objectifs de l'une des plateformes ou des structures, eh bien, elle va décider de se désolidariser d'avec les autres. Bien sûr. Et là, le combat sera affaibli. Bien sûr, bien sûr. Finalement, ils sont à la recherche de quoi? Ils se sont ligués alors qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pourquoi je donne raison au gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait un message la veille, le vendredi, avant la marche, pour dire aux Kinois que leur objectif, ce n'est pas de marcher tout court, mais leur objectif, c'est de réclamer le dialogue pour qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent intégrer les institutions, qu'ils se refassent la santé financière. C'est ça leur objectif principal. Au-delà de cet objectif-là, leur deuxième objectif, c'est de déstabiliser les institutions légalement établies. Parce que vous menacez l'article 64 de la Constitution. Parce que, au regard de leurs objectifs, nous ne voyons pas ce qui est clairement établi. Comme par exemple, Fayoulou se plonge dans des utopies totales de réclamer la dépolitisation de la CENI. Est-ce que lui-même, en tant que politicien, est-il à mesure de dire à sa conscience que c'est faisable? Ah, ce n'est pas faisable. Il sait que ce n'est pas faisable. La dépolitisation de la CENI. Il le sait. Il sait que ce n'est pas faisable. Il sait que... Il y aura un forcing. Il sait que ceux qui sont là-bas viennent des partis politiques. Fayoulou le sait bien. Et ne vont pas aussi accepter. Fayoulou le sait bien. Il sait qu'ils viennent des partis politiques. Alors pourquoi vous avez accepté à l'unanimité au sein de l'Assemblée? Pourquoi avoir accepté d'envoyer les délégués, vos délégués à vous, qui sont membres de vos partis politiques, vous acceptez de les envoyer? Et parce que vous vous retrouvez dans une situation où les finances ne vous arrangent pas pour aller aux élections, vous commencez à perturber la situation. Vous commencez à dire non, il faut dépolitiser la CENI. Juste pour jouer au dilatoire, jouer au malin, jouer à la politique de l'usure. Ok. Ce n'est pas honnête. Fayoulou sait que ça ne peut pas se faire. Waouh. L'Église catholique, c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus reculer face à la question de la CENI. L'Église protestante le sait également bien. L'FCC le sait aussi bien. On ne peut plus reculer. Parce que la question de la CENI a été tranchée par la majorité des confessions religieuses. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas dans l'objectif d'atteindre les objectifs clairement exprimés, mais c'est dans les objectifs, permettez-moi cette tautologie, d'atteindre les objectifs non dits, qui sont les dialogues et leur intégration dans le gouvernement, dans les institutions, s'il faut ainsi dire. Il n'y a pas la dictature aujourd'hui qu'ils dénoncent. Quelle dictature? Plus qu'à l'époque de Mobutu. Ils ont marché. Oui. Chadari a marché. Ouais. Fayoulou n'a pas marché, il a fui. La marche parce que Fayoulou, troisième âge. Oui. Ben, vous voyez quelqu'un qui vient marcher en veste, avec les souliers. J'ai vu le vieux Chibanda qui avait les Chibanda Tougambolongo qui avait les souliers. L'ancien premier ministre Chibala qui était en safari. Ils étaient très à l'aise. Une marche de VIP. Une marche de VIP. VIP, je veux dire. Ils ont marché. 0 arrestation. 0 blessé. 0 mort. Pas de gaz lacrymogène. À la fin de la manifestation, chacun a pris sa Jeep. Ils sont partis. Acheté avec l'argent des Congolais. Ils sont partis. Ce sont déjà quand même qui ont travaillé dans ce pays. Ils ont aussi suffisamment volé. Ils ne peuvent pas manquer de l'argent. Ils ont suffisamment volé, ça il faut le dire. Ils sont partis. Dans cette marche, on n'a pas vu Fayoulou.
On n'a pas vu Mouzitou. Bon, peut-être qu'il était malade. Non, il n'était pas malade. Empêché peut-être. Non, 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 non. Pour des raisons politiques, et voilà. Non, des raisons politiques, bien évidemment. Parce que, d'après nos informations, Fayoulou a estimé qu'il ne pouvait pas marcher avec Chadari, qu'il ne pouvait pas marcher avec Bruno Tchibala, avec les autres, parce qu'ils ne sont pas de son niveau. Lui, à quel niveau? Fayoulou estime que s'il faut qu'il marche, il doit marcher avec Kabila, il doit marcher avec Katumbi, il doit marcher avec Bemba. Il ne doit pas marcher avec Chadari, ils ne sont pas de son niveau. Ah bon? Mais Fayoulou, quand même, le président élu imaginaire. Et ils ne sont pas des présidents. Ils ne sont pas de son niveau. Voilà la plus grande raison. Et c'est ce qui prouve que cette histoire des blocs patriotiques n'ira pas loin. Est une nébuleuse. Et les gens qui pensent que... C'est un marché de dupes. Ouais, ouais, ouais. C'est un monstre à plusieurs têtes. Chacun sortira sa tête de sa façon, chacun sortira de son côté pour essayer de se faire leader. Et finalement, on ne saura pas maîtriser la situation. Au finish, ils vont se disperser. Voilà un peu la situation. Voilà. Ensemble de Moïse Katumbi. C'est là où je veux maintenant arriver. Absent. C'est là où je vais arriver, mon ami. Comment tu peux sauter sur ma question comme ça? Allez-y. Ensemble de Moïse Katumbi, absent. Mais selon certaines indiscrétions, Moïse Katumbi aurait envoyé plus de 50 000 $ pour la mobilisation. John Lungila avait tweeté dans ce sens-là. J'aime citer des sources. Il y a un tweet de John Lungila qui avait tweeté comme ça. Moukeba a dit, lui, avant de marcher ensemble avec les gens de Kabila et consorts, il faut qu'ils se repentissent. Non, mais là, il y a un problème. Et maintenant, j'allais oublier, s'il vous plaît. J'allais oublier. Je vais terminer ma question. Vous allez ramasser tout. Prière d'écrire. Allez-y. Je vais vous laisser vraiment le temps. Aujourd'hui, je ne vais pas vous commencer avec des petites questions. Alors, ensemble, d'un côté, on nous dit ils ont donné l'argent pour encourager l'activité. De l'autre côté, ils ne se présentent pas. Je me pose maintenant la question. Katumbi est précisément où? Dans l'Union sacrée, bloc patriotique ou chez lui à la maison? Il est où? Voilà, maintenant là, vous pouvez réagir. Je peux fermer même mes yeux. Je croise d'abord mes bras et je ferme. Alors, merci beaucoup pour la question. Voilà, vas-y mon cher. Je pense que le député Mike Moukeba, il a raison. Il a raison. Dans ce pays, le régime Kabila a suffisamment tué. Ah ouais. Le régime Kabila a suffisamment saigné à blanc les caisses de l'État. Ça, c'est vrai. Dans ce pays. Non, ça, on ne peut pas nier. Ces souvenirs sont gravés dans nos pensées. Ouais, ouais. Ça, on ne peut pas oublier. Non, même pas un instant. Ces blessures sont encore fraîches. On ne peut pas oublier. Ouais. J'étais surpris, estomaqué. De quoi alors? De voir Maître Hervé Diakessé. En chemise Rossi Mukendi. Marcher en chemise Rossi Mukendi. Avec les gens qui ont tué Rossi Mukendi. Avec Chadari. Non, mais c'est méchant. Avec Raymond Chibanda. Non, non, non. Ça, avec les gens qui ont assassiné Rossi Mukendi. Non, là, c'est méchant. Alors que le verdict jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a jamais été prononcé dans ce dossier. Le procès traîne encore au niveau de la justice. Alors que c'est sous le régime de Tshisekedi qu'on a arrêté les auteurs de cet assassinat. Sous le régime Kabila, on n'avait rien fait. Non, mais on ne pouvait rien faire. Je suis surpris de voir ce monsieur, Maître Hervé Diakessé, un avocat de qualité, qui se veut soucieux de la valeur, soucieux de voir le Congolais aller de l'avant, soucieux de voir le Congolais bien vivre, marcher aux côtés de ceux qui avaient donné l'instruction d'assassiner Rossi Mukendi. Une question d'intérêt, pas une question de la patrie. Là, il s'agit de quel intérêt? Ce n'est pas une question de la patrie, c'est une question simplement de positionnement politique. C'est une question de positionnement politique, ce n'est pas une question de la patrie. Parce que comment est-ce possible que tu puisses marcher aux côtés de quelqu'un qui a accepté qu'on tue ton frère?
La personne n'est pas encore sanctionnée. Mais la personne contre qui tu es en train de marcher, c'est cette personne-là qui veut à ce que la vérité soit rétablie et que celui qui a tué ton frère puisse être sanctionné. Contradictoire. Mais c'est de la confusion. Ah, total. Ça prouve à quel niveau ces gens haïssent la RDC, haïssent le chef de l'État. Ça prouve à quel niveau. Là, il s'agit plus d'un Ça combat. prouve à quel niveau ces gens sont scotchés à leurs intérêts privés et non à la patrie. Oh là, oh là. Parce qu'on ne s'imagine pas. Ah, bien sûr que oui. Ça ne s'imagine pas, Ah, ça ne se conçoit pas. Marcher aux côtés de Chadari, Chibanda. C'est comme des lépreux. Non, mais ça ne se conçoit pas. Des lépreux. Chadari, Chibanda, Chibala, les Douni et Kilanga, Kokoyangi sont des lépreux. Ils ne sont pas dignes aujourd'hui de réclamer quoi que ce soit dans ce pays. Ils n'ont plus ces droits-là. Ils ne sont pas dignes. Je l'ai dit, je les souligne 1000 fois en rouge. Chadari, Néhémi, Obeminaku, Kokonyangi, Dunia Kilanga, leur régime, tous les caciques du régime Kabila ne sont pas dignes de réclamer quoi que ce soit dans ce pays. Ce sont des lépreux. Ils doivent être jetés loin. Ah bon? Mais je te l'ai dit. Ils ont détruit ce pays pendant 18 ans. Si ce pays se retrouve aujourd'hui à ce niveau, c'est parce qu'ils ont saigné à blanc les caisses de l'État. Si la rébellion aujourd'hui à l'Est ne finit pas, tu sais que se bat jour et nuit pour en finir avec cette insécurité. C'est parce qu'ils ont infiltré l'armée. C'est parce qu'ils n'ont pas bien payé nos militaires. Dans les bons games, j'espère, avec ta caméra. Ok, voilà. C'est parce que ils nous ont trompés que l'armée avait, plusieurs, des milliers de militaires, alors qu'en réalité, je crois qu'on en a moins de 18 000. Chadari dit que le pays aujourd'hui court un danger énorme. Avec quel danger? Incompétents quel danger du pays. Lui qui est cité dans cette affaire de Kamwena Sapou. Ah, Chadari dans l'affaire Kamwena Sapou. Ben, il faut lire des déclarations des victimes. Lui qui est cité dans cette affaire des massacres de Kamwena Sapou. Peut-il se permettre aujourd'hui de dire que le pays court un danger? Chadari, le tout-puissant Chadari. Ouais, Chadari qui a jeté le gouverneur par sa parole. Oui, le gouverneur général. Ah ben, là c'est le monde à l'envers. L'homme qui disait... Chadari, c'est un lépreux. Ils sont tous des lépreux. En commençant par leur numéro 1, ils sont des lépreux. Ils n'ont pas droit de réclamer quoi que ce soit dans ce pays. C'est vrai, ils sont des Congolais. Mais parce qu'ils ont détruit le Congolais, détruit le Congo, je veux dire, ils n'ont pas droit de réclamer quoi que ce soit. Ils doivent être sanctionnés par les Congolais. Ils veulent retourner au pouvoir. Mais non, les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ne sont pas dupes. Affaire Moïse Katumbi, il est où? Non, mais celui-là, c'est un autre indécis, excusez-moi le terme. Non, c'est juste le qualificatif. C'est un autre indécis. Ouais. Où est-ce qu'il est? Est-il à l'Union sacrée, Moïse Katumbi? Tu nous as dit qu'après les consultations, tu allais donner ta position. Tu as fini les consultations, tu es allé en Europe pour le lobby, pour qu'on vienne détruire, déstabiliser le pouvoir. Tu es allé en Europe pour que ta maison de lobby vienne déstabiliser Tshisekedi. C'est ça les consultations. Il a dit qu'il donnerait sa position. Il est encore l'Union sacrée ou pas? Il est encore en Europe. Ben, mais est-ce que c'est ça qu'il nous avait dit? C'est simplement un problème d'intérêt. Aujourd'hui, Moïse accepte de rallier Chadari. Aujourd'hui, Moïse accepte de rallier le cas de John Numbi. Moïse accepte aujourd'hui de rallier le cas de Kikaya Bin Karoubi. Moïse accepte aujourd'hui de rallier les cas des anciens criminels. Il avait déjà demandé pardon pour eux. Vous vous souvenez? Non, de son interview. Oh là là. Ça, c'était un appel du pied. Parce qu'il devait s'attirer la sympathie de tous les fils du grand Katanga. Voilà, il fallait plaider pour eux. Il fallait plaider pour eux.
Voilà. C'est ça le malheur des Congolais. Les Congolais doivent comprendre qu'à ce stade, Moïse Katumbi n'est pas honnête. Sa démarche, ce n'est pas de bien vendre l'image du chef de l'État. Même si en réalité, ils sont en collaboration, en partenariat, mais un partenariat, je veux dire, qui n'est pas franc. Moïse n'a pas intérêt de vendre l'image positive de Tshisekedi. Pourquoi il le ferait? Parce que il considère déjà le président. Il se considère déjà président 2023. L'exemple, c'est quand il était récemment en Europe. En Israël. Il fallait voir la mention qui était derrière lui. Moïse Katumbi, ancien gouverneur et candidat président de la République en 2023. Il se promène déjà avec cette mention-là. Quand il parle, on affiche déjà cette mention-là derrière lui. Ça veut dire qu'il va tout faire pour détruire celui qui est en place. Il va tout faire pour vendre une image négative de celui-là, mais que les Congolais le comprennent. Mais pour quel objectif Moïse Katumbi va quitter l'Union sacrée? C'est quoi le véritable problème? Qui fasse que Moïse puisse quitter l'Union sacrée? Il ne nous l'a jamais dit. Si c'est la CENI, alors là c'est un problème politique, un problème de positionnement. Parce que, je me souviens bien, que Moïse Katumbi avait délégué Olivier Kamitatou et Salomon Escadela pour négocier le poste. C'est quand il n'a pas eu le poste qu'il a décidé de quitter l'Union sacrée. Il avait donné 2 points rouges. 2 lignes rouges à ne pas franchir. La première ligne rouge, c'était la loi Tchani. La loi Tchani a été déclassée encore. Qui n'a pas été programmée par l'Assemblée. On avait eu peur de Katumbi. On n'a pas eu peur de Katumbi, simplement que la loi devrait suivre le processus normal. Ok. Deuxième ligne rouge, c'était la CENI. Denis Kadima. Denis Kadima. Moïse a dit que, ok, nous acceptons Denis Kadima. Moïse avec ces gens. Les délégués, les émissaires de Katumbi, nous acceptons Denis Kadima parce que désigné par la majorité, mais acceptez de nous donner aussi tel poste. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un problème de poste. Il ne s'agit pas de tout ce qu'ils sont en train de nous raconter tous les jours. Il ne s'agit pas de tout ce qu'ils sont en train de raconter. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça le véritable problème. Merci, merci. Moi, j'appelle Katumbi. À quoi? Qui veut encore être auprès des Congolais. Qui se dit soucieux du bonheur des Congolais. Et à quoi vous l'appelez? J'appelle Fayoulou, qui s'appelle soldat du peuple. Et il a séché la rue. J'appelle le prêtre Ambongo, Cholé, Bokundowa, à se désolidariser de ces lépreux. Ce sont des lépreux. Ils ne sont pas dignes. Ils ne peuvent pas parler au nom des Congolais parce qu'ils ont tué les Congolais. Ils ont détourné les fonds des Congolais. Ils ont détruit le pays pendant plusieurs années. Ils ne l'ont pas construit. C'est seulement aujourd'hui qu'ils vont se soulever pour parler. Eh bien, les Congolais ne sont plus dupes. Merci. Tel sera son dernier mot dans cette émission. Tango Koki. Il s'appelle... Oh, voilà, notre bien-aimé. Le nom m'échappe encore. Le nom m'échappe. Son nom est... Comme Bunginga. Comme Bunginga. C'est qui encore? Voilà. Siméon Isaac. Merci, à très bientôt. Inutile de voyager. Inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également
dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.